Derrière les zébrures vertes des feuillages, un éclat d'or déchire le ciel. C'est le bec, le long, l'énorme bec du toucan. On pourrait croire que tout l'animal se résume à cet appendice exubérant, dont on ignore encore quel avantage évolutif il peut offrir. Sa structure est fibreuse et alvéolée, et en dépit des apparences, il ne pèse que quelques grammes. Tokal, le toucan, vit avec une dizaine de ses congénères dans l'immense marécage du Pantanal, qui borde au sud la forêt amazonienne. Une vaste plaine envahie de végétation où l'on ne parvient plus à distinguer à la surface des cours d'eau autre chose que le vert des plantes aquaphiles. Même s'il ne dédaigne pas les insectes ou les araignées, Tokal se nourrit principalement de fruits. Il en choisit certains à la mesure de son gosier. D'autres, qui dépassent ses capacités, doivent être préalablement déchiquetés. D'autres, enfin, doivent être débarrassés de leur coque épaisse et dure. Pour réussir l'opération, il faut utiliser son bec comme un ciseau et s'y reprendre plusieurs fois. Les résultats ne justifient pas toujours les efforts accomplis, mais il faudra pour aujourd'hui s'en contenter. Bien qu'il bénéficie désormais de la compagnie d'une femelle, Zuko recherche encore la solitude. Il passe de longues heures à ne voir que la forêt qu'il a vu naître et à n'écouter qu'elle. Contrairement à certains de ses cousins africains comme le lion, le jaguar n'est pas un animal grégaire. Ce jour-là, la forêt exhale une haleine brûlante. Mais pour Zuko, l'idée de chaleur n'a pas de sens. Il ignore ce qu'est le froid. Comparé à l'étuve des jours, la fraîcheur des pluies nocturnes constitue un entracte et non un contraire. Mais la notion de soif, oui, Zuko la connaît. Malgré l'humidité ambiante, son corps réclame l'eau du fleuve. Cette eau qui s'égoutte de feuille en feuille, qui gorge le fruit mûr, qui irrigue la terre, coule aussi dans les veines de chaque créature de la forêt. Non loin de là, un boa coule son corps entre les feuilles caduques et les débris végétaux du sous-bois. Par la taille, il est le second serpent d'Amazonie, après l'anaconda. Il peut mesurer jusqu'à 5 mètres de long. Son corps, puissamment musclé, lui permet de s'enrouler autour de ses proies et de les étouffer. Grâce à la puissance de ses anneaux, il peut se hisser sans effort sur les arbres les plus lisses. Le boa est aussi lourd que fort, et il peut lui arriver de surestimer la résistance du support auquel il s'accroche.
Une chute éventuelle serait sans danger si elle ne risquait d'attirer l'attention du maître des lieux. Le boa emploie comme arme de dissuasion un puissant chuintement, suffisant pour effrayer les prédateurs les plus impressionnables. Dépité de devoir se ranger dans cette catégorie, Zuko s'éloigne, sans gloire. Perturbé sous le coup de l'émotion que vient de lui infliger le serpent, Zuko en perd son sens de l'équilibre. Kaloa semble considérer ses acrobaties avec condescendance. L'agitation de Zuko fait sortir Kaloa de sa torpeur. Les jaguars sont actifs pendant 60% du temps. Leurs nuits sont généralement plus occupées que leurs journées. Mais la chasse, la pêche, le jeu ou la baignade se pratiquent à toute heure. Kaloa se prépare à prendre un bain paisible. Mais à la paix, Zuko préfère le jeu et attaque par surprise. Entre Zuko et Kaloa, le combat n'est que rituel. Il permet, sans enjeu réel, de vérifier les rapports de dominance. On se jauge, on s'éprouve. Et l'on comprend pourquoi, dans la hiérarchie naturelle de l'espèce, on doit commander ou pourquoi on doit se soumettre. Pour Zuko, qui le premier renonce au combat, la cause est entendue depuis le premier jour. Face à Kaloa, il ne peut prétendre à aucune prérogative. Zuko, impatient, attend que Kaloa le rejoigne. Peut-être acceptera-t-elle de prolonger le jeu. Constatant que sa compagne s'est lassée, Zuko s'éloigne. Pour mieux rejaillir quand elle ne l'attendra plus. Kaloa est fatiguée, le jeu ne l'amuse plus. Elle se retire pour jouir d'un peu de solitude, s'ébrouer et remettre son pelage en ordre. Le toilettage est un comportement universel chez les félins. Il vise principalement à éliminer les poils morts, à débarrasser le pelage d'une partie de ses parasites et à favoriser ainsi le renouvellement des cellules épidermiques. Beaucoup de poils sont avalés et seront rejetés dans les excréments. Mais le toilettage sert aussi à hydrater la peau, le jaguar ne possédant pas de glandes sudoripares. Quand Kaloa se tourne vers le haut,
Elle peut entrevoir le plafond du monde vert dans lequel elle vit, un plafond que l'on appelle canopée. Tendus vers la lumière du soleil, les arbres étalent leurs cimes à plus de 30 mètres au-dessus du sol. C'est là qu'a lieu le miracle de la photosynthèse, processus par lequel les plantes peuvent capter le gaz carbonique de l'air et le convertir en substance organique, grâce à l'énergie fournie par la lumière. Chaque arbre lutte avec ceux qui l'entourent pour accéder au soleil. Ainsi s'engage une véritable fuite vers le haut, une compétition verticale, dont la lumière est l'enjeu. Pour beaucoup d'animaux, la canopée est un plancher et la terre un sous-sol. La canopée leur fournit tout ce qui leur est nécessaire, un habitat et de la nourriture. C'est pourquoi ils ne quittent presque jamais leur océan vert, baigné de brume. Cependant, certaines créatures partagent leur temps entre la canopée où elles dorment et le sol où il leur arrive de s'activer pendant la journée. Mundi est un coati à queue annelée. Mundi signifie solitaire dans la langue des Indiens Guarani. En effet, le coati mâle vit à l'écart des bandes de jeunes et de femelles, sauf lorsque ces dernières l'admettent près d'elles pour les périodes de procréation. Le coati est un animal curieux et explorateur. Il occupe ses journées à fouiller son territoire en quête d'insectes, larves, scolopendres, termites ou araignées. Même les scorpions sont une friandise pour lui. Mais aujourd'hui, Mundi se sent assez d'appétit pour un repas plus consistant. Mundi est équipé de griffes puissantes qui lui permettent de prendre un arbre à bras-le-corps et de l'escalader avec aisance. Son nez, mobile et retroussé, explore les fentes de l'arbre, à la recherche d'une proie. Mais c'est sur une branche voisine qu'il détecte enfin un butin à sa mesure. Mundi a déniché un œuf de pigeon. Une bonne surprise l'attend. La coquille contenait un oisillon presque arrivé à terme. En le tenant délicatement entre ses pattes antérieures, il écharpe le jeune oiseau qui ne déploiera jamais ses ailes. D'autres œufs sont restés dans le nid. Avec délicatesse, par de petits coups portés sur la paille, Mundi provoque leur chute. Un autre oisillon sera prestement avalé sous le nid en ruine. À perte de vue, les marécages du Pantanal étalent leurs nappes de graminées, de jacinthes, de lys d'eau et de nénuphars. Ici, le monde végétal ne vit pas grâce à la présence de l'eau, mais sur l'eau. Une buse à tête blanche zèbre l'air au-dessus de la plaine, en quête de nourriture. Elle fouille du regard ces amas de plantes qui flottent comme des radeaux verts. L'oiseau de proie s'élance à la recherche de sa pitance du jour, mais ses serres ne se referment que sur quelques herbes à moitié décomposées. Dépitée, la buse regagne son arbre.
Deuxième tentative. C'est encore un échec. Pourtant, ces eaux attirent batraciens, crustacés et mollusques. Encore faut-il viser juste et ne pas laisser son regard se perdre dans les herbes entremêlées entre la proie et son reflet. Cette fois, le raid a été couronné de succès. La buse tient un crabe en son bec. Fermement bloqué entre les pattes de l'oiseau, le crustacé sera délicatement décortiqué et vidé jusqu'à la dernière miette. Ainsi va la vie. L'eau se nourrit de débris végétaux qui la rendent féconde. Elle fournit ainsi une subsistance à des animaux qui, eux-mêmes, serviront de nourriture à d'autres animaux, sur la terre comme au ciel. Sur la rive du fleuve, un jeune caïman se prélasse au soleil. Appelons-le yacaré, mot par lequel on désigne son espèce au Brésil. Son compagnon est un capybara. Seule la famille n'empêcherait les deux animaux de coexister, car les caïmans apprécient surtout le poisson. Les capybaras sont les plus grands, les plus gros rongeurs du monde. Leur habitat est le même que celui des caïmans. Ils se plaisent sur les berges détrempées et à la lisière des marécages. L'œil des caïmans est pourvu d'une troisième paupière semi-transparente. Cette paupière, appelée nictitante, protège la cornée quand l'animal est immergé. Un papillon se présente et entend se poser à la commissure de l'œil de yacaré. Il sait qu'il pourra, à l'aide de sa trompe, y pomper des sucs aussi riches en sucre et en protéines que le nectar d'une fleur. Le papillon nettoie la zone oculaire et en élimine quelques impuretés, mais le contact de sa trompe irrite yacaré. Que faire contre un envahisseur si léger, si impalpable? On ne peut que cligner de l'œil, ce qui facilitera sa tâche en dirigeant vers lui une partie des liqueurs qu'il convoite. Pourtant, l'insecte insatiable ne s'en contente pas et butinera jusqu'à l'ivresse sur cette fleur écailleuse. Il y a quelques jours, le papillon qui boit au bord du fleuve les larmes du caïman n'était encore qu'une chrysalide comparable à celle-ci. Un jour, le corps d'une chenille s'est transformé en une structure rigide, la chrysalide. Cette structure fonctionne comme une usine chimique. Les organes internes de la chenille s'y sont liquéfiés, et puis à partir de ce fluide laiteux, de nouveaux organes se sont constitués. Un papillon est désormais prêt à éclore.
l'insecte s'est débarrassé de sa gangue, il doit découvrir comment manœuvrer ce corps encore inconnu. Il lui faut apprendre à déployer et replier cet organe flexible et spiralé qu'il ne possédait pas la veille. La trompe. Puis il faut rejeter des excréments clairs et scintillants comme des perles. Appelés méconium, ils contiennent les déchets de digestion dont le corps ne pouvait se défaire quand il était replié et enfermé sur lui-même, à l'intérieur de la chrysalide. La phase suivante consiste à expérimenter les principes de la coordination motrice. Le papillon déplie les ailes, striées de jaune, qui lui valent son nom. Heliconius zèbre. Il faudra encore près de 2 heures pour que le sang irrigue complètement les ailes. Celles-ci, progressivement rigidifiées, s'éploieront enfin, offrant à l'animal, au terme de sa seconde naissance, une liberté nouvelle, l'envol. Pour un paresseux, la cime des arbres représente la sécurité. On ne doit en descendre qu'une fois par semaine pour déposer ses excréments dans le sous-bois ou en cas d'extrême nécessité. Le hana, au ventre gonflé et alourdi, devine qu'aujourd'hui il devra pour la première fois mettre au monde un bébé. Avant tout, l'Oana doit obéir à une injonction inexpliquée, venue de cette mémoire des espèces qu'on appelle l'instinct. Un paresseux ne donne jamais la vie sur l'un de ces arbres coutumiers. Il doit en choisir un autre, qu'il ne fréquentera que pour cette circonstance. Encombré par son propre corps, le hana descend donc de son promontoire. L'exercice se révèle pénible. Bientôt, la terre ferme l'accueille avec brutalité. Le poids terrible de son ventre empêche le hana de se redresser. Il faudra bien pourtant parvenir à le faire, coûte que coûte. Sans défense, offerte au premier prédateur qui passerait par là, le hana reprend son chemin avec une volonté que rien n'arrêtera. Ni la peine, ni l'angoisse, ni l'hostilité du sol irrégulier. Encore une côte à gravir, encore un effort à fournir. Peut-être le plus déchirant pour franchir cette distance dérisoire
par un arbre, d'un autre arbre. Quelques mètres. Pour Luana, un morceau d'infini. En raison de quelle mystérieuse affinité Luana choisit-elle cet arbre plutôt qu'un autre? Par quel langage d'odeur, de forme, de couleur s'est-il identifié à elle? Personne ne le sait. Entre le paresseux et la forêt, il y a là une sorte d'intimité qui défie la science et la raison des hommes. Parvenue à la bonne hauteur, celle qu'un jaguar ou un puma ne pourrait atteindre, Luana se met en place. Il ne lui reste plus qu'à trouver la bonne posture, à s'immobiliser et à attendre. Dans les grands marécages du sud, au Pantanal, certains animaux tirent avantage de la progressive descente des eaux. Confinés sur des terres émergées, réduites, ils retrouvent peu à peu leur territoire coutumier. Parmi eux, le timide cerf d'Ossian se fond dans le paysage. On le baptise aussi renard des bois ou renard crabier, parce qu'il croque volontiers de petits crabes qu'il déniche sous les pierres ou qu'il attrape sur les berges. Doté d'un museau pointu et de fortes oreilles, le cerf d'Ossian ressemble au renard commun, mais ses pattes sont plus épaisses. Des marbrures brunes et noires marquent son pelage. Une femelle sort du sous-bois. Elle a pu sentir à la lisière du territoire les marquages odoriférants du mâle, et c'est en connaissance de cause qu'elle s'avance. Le cerf d'Ossian marque un vif intérêt envers l'intruse, qui s'arrête et s'assoit, comme en terrain conquis. Le renard se précipite pour une inspection rapprochée. Il flaire la femelle, la renifle de haut en bas. Chaque odeur lui importe. À coups de patte, il la force à lui présenter son postérieur. Les deux animaux se sont reconnus et acceptés. Ils repartent ensemble vers les arbres. Avant de s'enfoncer dans la pénombre du bosquet, la femelle montre au mâle par de petits coups de langue au cou qu'elle se soumette à lui pour le temps que durera leur relation. Le sol de la forêt amazonienne est un système écologique à part entière. Certaines créatures s'y repaissent de matière végétale en décomposition. On pourrait les comparer à des herbivores. D'autres, comme la mante brune, sont carnivores. Elles font penser à de grands fauves, régnant sur des savanes microscopiques. Une mouche nargue caille, la mante brune. Heureusement pour elle, Caille redoute la précipitation qui fait fuir la proie. Le festin s'est envolé avant même qu'aient pu se déplier les longs membres de la mante. Baignée de lumière, une mante ailée rouge vient à présent se pavaner dans l'air tiède. Tout absorbée par sa toilette, elle offre sa nuque à qui voudra la mordre.
Derrière elle survient Kai, la mante marron. La nature a destiné Kai à attendre, immobile, l'instant propice où la victime s'offre. Bien que souvent fructueuse, cette tactique ne nourrit pas toujours celui qui la pratique. Plusieurs échecs ont affamé Kai. Elle doit absolument retrouver des forces. La mante rouge y pourvoira. Kai est posé sur la même plante que sa victime. Il lui faut donc s'approcher lentement sans faire bouger les feuilles ni la tige, devenir un morceau de la plante, une ombre, un simple élément du décor, et attendre interminablement, comme si le temps s'était arrêté, jusqu'au tout dernier instant. Kai se prépare à mordre le cou de la mante rouge, à décapiter sa victime. D'un geste mécanique, un peu sonné, la mante rouge reprend sa pavane, comme si rien ne s'était passé. Kai se prépare à attaquer de nouveau, comme à son habitude, en prenant son temps. Au lieu de s'enfuir, la mante ailée poursuit sa toilette devant l'exécutrice. Peu à peu, ses gestes deviennent incohérents. L'insecte, plus atteint qu'il n'y paraissait, n'est plus qu'une mécanique brisée qui fonctionne encore en vain et dont le moteur ne tardera pas à s'arrêter. Une mante verte se présente à son tour sous la griffe de Kai. Le corps de Kai est taillé selon les lois du mimétisme qui permettent à certains animaux de se fondre dans leur environnement. Ils passent alors inaperçus aux yeux de leurs prédateurs et à ceux de leurs proies. Pour que ces mouvements ne trahissent pas le stratagème, Kai doit bouger aussi peu qu'une brindille. La mante verte se laisse abuser et paraît prête à tomber dans les bras de la chasseresse. Mais Kai, soumise aux lois de l'évolution, joue trop longtemps le jeu de l'inertie. Elle laisse sa proie la gripper comme une branche. Et, sans réagir, elle se laisse littéralement piétiner par la promeneuse, indifférente à son humiliation. Dans les grands arbres peuplés de formes sombres, non loin des marécages, un caracara contemple la plaine. Son regard perçant lui permet de distinguer de loin le corps d'un cerdaucion. Le renard, une jeune femelle qu'on avait vue le matin même longer les marais avec son compagnon, a péri, sans raison apparente, comme on meurt parfois ici. Attiré par l'aubaine, le caracara s'avance. Appartenant à la famille des faucons, il sait chasser. Pourtant, il préfère économiser ses efforts et se nourrit en général de jeunes hérons, spatules ou aigrettes qu'il dévore dans leur nid sous les yeux de leurs parents. Opportuniste, il aime aussi les fruits, les batraciens ou les serpents.
Mais une carcasse de mammifère le réjouit encore davantage. Il se délecte de charognes flottant sur les rivières, et ce corps de renard, bien que peu faisandé, excite son appétit. Un vautour se présente. Le caracara espère que ses cris le décourageront de revendiquer sa part, mais l'ennemi a été rejoint par un congénère. L'adversaire est désormais supérieur en nombre. Perplexe, le caracara décide de poursuivre son repas. Mais un mouvement de panique le saisit soudain. Un autre vautour vient d'arriver dont l'immobilité, à elle seule, ressemble à une menace. Peu désireux d'en découdre, le caracara se retire. L'un des vautours à tête rouge prend sa place et, aussitôt, introduit son bec au bord tranchant dans la chair à peine entamée. Sa tête chauve peut s'introduire au plus profond des viscères. Sa langue, couverte d'aspérité, râpe et nettoie les os. Les vautours à tête rouge peuvent détecter une proie à plus de 3 km de distance. Et quand une carcasse est dissimulée sous le couvert de la végétation, leur odorat, même en vol, leur en indique l'emplacement. Le faucon exprime bruyamment son dépit d'avoir été dépossédé. Mais les spolieurs demeurent indifférents. Et le caracara devra attendre qu'il soit rassasié pour, en bravant le sort, venir arracher encore quelques miettes de chair à la carcasse qu'ils auront délaissée. Sous la résille végétale des arbres et des feuillages, un jeune crapaud espère croiser entre les herbes un insecte ou même un petit serpent disposé à faire office de repas. Mais c'est Mundi, le coati solitaire, qui s'avance et vient à sa rencontre. La poursuite n'aura duré que quelques secondes. Mais le crapaud n'est pas vaincu pour autant. Les glandes qu'il possède derrière les yeux peuvent libérer un liquide très toxique. C'est pourquoi Mundi entreprend de le fouler de ses fortes pattes pour faire gicler le poison vers l'extérieur. À peine interrompu par l'orage qui gronde, Mundi achève le nettoyage de sa proie. Il faut piétiner le crapaud, le comprimer, le presser comme un fruit, afin qu'aucun venin ne subsiste plus sous la peau.
Et c'est seulement lorsqu'il juge cette tâche pleinement accomplie qu'enfin, le coati dévore sa proie, en toute sécurité. En quelques heures, la tempête a épuisé ses réserves de pluie et de fureur sur la forêt géante. Luana s'est fermement arrimée par les 4 membres à 2 branches parallèles de son arbre. Les contractions commencent, d'abord lentes et irrégulières, et bientôt plus fortes et plus rapprochées. Luana attend son premier bébé. Elle l'a porté depuis la saison des hautes eaux, il y a plus de 5 mois. 5 mois et demi de gestation et aujourd'hui, enfin, la délivrance. Les contractions reprennent, l'heure approche. Luana a longtemps attendu cet instant-là. Exténuée par la gestation et par la recherche d'un arbre où mettre bas, elle n'a plus, enfin, qu'à laisser venir la vie. Le bébé fait bientôt résonner ses premiers cris. Suspendu dans le vide par le seul contour ombilical, le bébé doit être débarrassé du placenta qui pourrait l'étouffer. Luana s'en nourrira, récupérant au passage des protéines qui lui rendront la force. En le mangeant, Luana évite en outre que le placenta tombé au sol n'attire sur le nouveau-né l'attention d'un prédateur de passage. Le bébé est une femelle. Elle pèse environ 400 grammes.
Née en hauteur, elle ne saura pas avant longtemps ce qu'est le contact avec le sol. La cime des arbres sera son royaume. Le hana débarrasse l'enfant du cordon ombilical et des dernières traces de placenta. Il reste encore au nouveau-né à explorer le corps de sa mère, comprendre, dans cette forêt de poils, où est l'envers, où est l'endroit, savoir d'où coule le lait, trouver le ventre où se blottir, l'épaule où s'accrocher. Xada, qui vient à peine de naître, quittera un jour l'étreinte de sa mère pour se lever dans les bras des arbres. Il lui faudra apprivoiser les fantômes du monde d'émeraude et se faire aimer d'eux. Elle devra apprendre, surtout à survivre. Mais cela, la forêt en décidera.